Éric Chaumillon disait qu'il y avait depuis quelques années ou quelques mois un retour du climato-scepticisme. C'est un sujet qui peut se poser en effet, c'est-à-dire que on se souvient qu'il y a encore 15-20 ans, quand les rapports du GIEC sortaient, ça faisait un peu parler dans les médias, peut-être moins que maintenant, mais ça faisait quand même déjà un peu parler. Et puis il y avait encore beaucoup de questions à cette époque sur est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il faut vraiment y croire, est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer, est-ce qu'ils ont raison? Bon, depuis, le consensus scientifique s'est fait, il s'est clairement établi. La réponse, c'est que oui, c'est que les rapports du GIEC, il faut les prendre comme des faits établis. Mais pourtant, dans le même temps, il y a en effet toujours des poches de climato-scepticisme, et puis ces poches, elles vont, elles viennent, des fois elles remontent. Et donc la question que ça pose, c'est finalement, même si le constat scientifique se fait, comment on fait pour une fois qu'on est tous d'accord sur le constat, ou à peu près, pour se dire que ça y est, on prend les mesures, et puis c'était la conclusion du spectacle, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on passe à l'action? Je vais d'abord poser la question à Lionel Salvert, vous qui travaillez directement sur ces questions de climat, donc en tant que météorologue. Cette question du consensus scientifique, comment est-ce que vous l'avez vu évoluer? En fait, donc le GIEC date de la fin des années 1980. Hein. Le GIEC est né en 1988. Et donc il a eu le prix Nobel en 2007. Donc déjà, là, on se dit que pour qu'un organisme scientifique ait le prix Nobel de la paix, c'est que la communauté internationale est quand même d'accord et consciente de la véracité de ce qu'il propose. Donc du coup, ça montre quand même, j'allais dire un engouement, c'est pas le terme, mais vraiment qu'on prend conscience de la chose. Et en France, on a un rapport un peu particulier parce qu'on a eu un ancien ministre qui était plutôt à cataloguer du côté des climato-sceptiques. Donc il avait, lui, un accès direct aux médias, il avait un pouvoir, et il incarnait vraiment ce climato-scepticisme. Donc il est un peu disparu, enfin il a même complètement disparu des radars, on va dire. Et donc pour moi, j'étais assez optimiste parce que ça montrait vraiment que le climato-scepticisme disparaissait un peu. Là, avec le Covid, un peu comme disait M. Chaumillon, enfin avec le Covid, etc., on a l'impression, et avec les réseaux qui diffusent quand même facilement de l'information, on a l'impression que ça remonte, qu'il y ait à nouveau un climato-scepticisme, mais en plus. Et là, c'est assez terrible parce que cet après-midi, j'ai eu à traiter cette question-là. Ils prennent des faits scientifiques réels et les arrangent à leur sauce. Et pour répondre, je faisais un peu le parallèle avec la politique, c'est-à-dire qu'on peut trouver des faits réels, des faits justes, et après, ça peut être une interprétation biaisée. Voilà. C'est un peu cette évolution-là que je vois. C'est ce qu'on appelle le cherry picking, je crois, en science, c'est quand on prend un cas isolé et puis on en déduit une conclusion générale. Vous, Alicia, de votre point de vue peut-être un peu privilégié pour observer justement ce qui se passe en ligne, et puis après on donnera la parole aux animateurs de la fresque du climat. Comment est-ce que vous voyez se développer ou pas le climato-scepticisme et quelle forme ça prend? C'est vrai que je ne sais pas si c'est très représentatif à mon échelle, hein, je n'ai pas des millions de personnes qui me suivent et qui regardent ce que je fais, mais c'est vrai que je vois le climato-scepticisme un petit peu sous toutes les formes. Soit je vois du contenu, c'est-à-dire des gens qui vont essayer de propager une information qui est soit fausse, soit biaisée, soit isolée, transformée, et donc qui va dans une conclusion contraire aux faits. Ou alors tout simplement dans les réactions, c'est-à-dire... je ne sais pas, moi je vais donner une information sur le cycle de l'eau, le dérèglement du climat, l'impact que ça a sur nos vies. Et des gens qui ne vont pas être d'accord, ben non, chez moi c'est pas comme ça peut être des cas isolés et qui ne vont pas être pris. Donc c'est vrai qu'il y a du climato-scepticisme finalement sur les réseaux, même s'il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont qui vont venir défendre les faits scientifiques et qui vont aller un petit peu à l'encontre de ce climato-scepticisme. Il y a un peu les deux écoles. Ça fait un petit peu, comme qui dirait, deux groupes qui vont se rencontrer et qui vont un petit peu se chamailler, pour dire ça gentiment, parce qu'on va sur Internet et ça peut être vite débordant et un peu émulsifiant. Mais oui, c'est quelque chose que je constate, en tout cas à mon échelle, oui, tout à fait.
Et je pense que c'est aussi dans la vie, en plus, Ouais. sur les réseaux. Vous, Marion Jariot, les personnes qui s'intéressent au climat, vous les avez en face de vous lors des animations de la fresque du climat. Alors déjà, peut-être que vous pourrez présenter un peu pour le public, parce que je pense que beaucoup de gens maintenant connaissent la fresque du climat, mais c'est quand même intéressant de parler de représenter cet outil. Et finalement, les gens que vous voyez, ce sont plutôt des gens qui sont un peu sceptiques et que vous faites basculer plutôt du côté des gens qui croient ce que disent les rapports du GIEC, ou est-ce que ce sont plutôt des gens qui sont déjà convaincus et que vous faites plutôt basculer vers l'action ? Alors déjà pour représenter peut-être un petit peu la fresque du climat, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on a plus d'1 million de personnes qui y ont participé, donc ça commence à être un petit peu connu, mais sur la Vendée, on n'a pas forcément encore fait le plein. C'est un atelier en fait participatif où on prend les participants pendant 3 heures, on les fait jouer à un jeu de cartes où les cartes représentent des phénomènes qui sont dans les rapports du GIEC, et l'idée c'est d'établir des liens de cause à effet entre ces phénomènes. Donc on les aide à reconstruire et à refaire la réflexion pour comprendre comment fonctionne justement le changement climatique. Et ensuite, on parle un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle par rapport à ça. Donc on est vraiment dans aller chercher la compréhension. Et c'est vrai qu'en termes de public, on a vraiment tous les publics en fonction des contextes d'intervention. On peut avoir des interventions bénévoles où là, c'est le grand public volontaire qui va venir nous voir. Donc c'est effectivement plutôt des personnes déjà sensibilisées ou en tout cas pas sceptiques sur le sujet. Après, on a des interventions qui sont aussi dans des cadres, par exemple, en entreprise, où là, on va avoir des salariés qui n'ont pas forcément choisi d'être là, et où là, il y a un petit peu plus d'enjeux, parce que des fois, on peut avoir des personnes qui sont dans le déni, qui n'ont pas envie, ou pour qui c'est pas un sujet, ça les concerne pas. Et donc là, effectivement, on n'a pas... Enfin, moi, pour ma part, j'ai jamais eu de sceptique, de climato-sceptique, en tout cas dans ces ateliers-là. Je pense que ça filtre un petit peu. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir compris, mais qui finalement sont à côté de l'enjeu, ont une vision très partielle, n'ont pas compris à quel point c'était important, à quel point c'était urgent, qui ont tendance à rassurer un petit peu, à se dire que c'est pas si grave, ça sera pour plus tard, et puis c'est pas nous, etc. Et c'est effectivement une autre forme un petit peu de scepticisme. On remet pas en question les faits, mais on remet en question le fait que ce soit finalement important et que ce soit un vrai sujet. Donc c'est un petit peu complémentaire, je pense, de ce que vous voyez en direct sur les réseaux. Moi, ouais, Jacob, ça m'intéresse aussi de savoir comment est-ce que vous êtes devenu fresqueur. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous êtes dit bon, ok, c'est intéressant ce qu'ils font, mais je vais m'y mettre aussi. Moi, je ne suis pas du tout scientifique, pas du tout, mais j'étais interpellé par ce qui se passait. J'étais intéressé, je n'étais pas du tout climato-sceptique, et pourtant je n'y comprenais rien. J'entendais à la radio, à la télévision, je n'y comprenais rien. Et il y a 3 ans, sur l'université d'été des mouvements sociaux à Nantes, je m'inscris à un atelier sans savoir vraiment ce que c'est. Ça parlait de climat, mais sans savoir ce que c'était, c'est-à-dire la fresque du climat. Et j'ai découvert un moyen pédagogique extrêmement simple, à la portée de tout un chacun, pour comprendre d'une manière très intuitive, très claire, très facilement, surtout en faisant marcher l'intelligence collective du groupe qui pratique la fresque. J'ai découvert un outil pédagogique extrêmement simple qui, moi, n'étant pas scientifique, m'apportait des compétences que je pensais ne pas pouvoir avoir parce que n'étant pas scientifique. Et là, maintenant que je suis fresqueur et que j'anime des fresques, j'ai une certaine compétence que je peux transmettre avec plaisir à ceux qui ne les ont pas encore, pour comprendre. Après, juste pour terminer sur les climato-sceptiques, on en reparlera peut-être après, mais dans la fresque, on a découvert que la notion de deuil, et peut-être que vous savez que dans la notion de deuil, il y a 5 étapes. Et la première étape, c'est le déni. Et le déni, face au deuil et face à l'anxiété que procure l'état dans lequel est la planète, et le déni peut prendre vraiment 1001 façons, à la fois, comme vous disiez, c'est-à-dire de prendre un aspect de la réalité et de la transformer pour avoir raison. Et donc c'est une manière de rester dans le déni, et donc ce sont des étapes qui doivent se franchir, chacun d'une manière différente en fonction de sa psychologie personnelle. Et alors on dit aussi que maintenant le climat, le sujet du climat, c'est le nouveau super sujet quand on veut se brouiller en famille. Moi, je l'ai testé le Noël dernier, ça marche très très bien. Vraiment, hein, c'est infaillible, hein. Surtout si c'est la fin du repas. Et vous, comment vous faites pour que quand vous faites la fresque du climat, que ça finisse pas en pugilat à la fin d'une séance? Quelle est la clé pour trouver les bons mots pour faire passer les messages
et puis qu'en même temps, les gens ressortent en se disant j'ai passé un bon moment finalement. On m'a dit que j'avais tort peut-être pendant une bonne partie de la réunion, mais j'ai passé un bon moment. Je ne sais pas si faire passer les messages, c'est le bon terme. En fait, j'ai l'impression que c'est comme une photographie qui se révèle, et c'est l'intelligence collective, dans les échanges dans le groupe, que le savoir se révèle un peu comme comment on appelle ça, la maïotique, c'est-à-dire un accouchement du savoir qui était là, latent, et on ne savait pas qu'on savait. Et à la fin de la fresque du climat, on sait qu'on sait. Et donc c'est la puissance du groupe, la puissance de réflexion du groupe qui fait que... Et nous ne sommes que des accompagnants. On peut éventuellement répondre ou débloquer une petite situation, mais moi je n'ai jamais rencontré ce genre de situation de pugilat. Au contraire, il y a quelque chose d'extrêmement bienveillant, respectueux dans les groupes, et le groupe avance ensemble, en cohérence, vers une compréhension de plus en plus fine de tous les éléments qui constituent le dérèglement climatique. Effectivement, c'est la vraie force, c'est que comme c'est pas nous qui passons l'information, c'est les participants qui arrivent eux-mêmes à leurs conclusions, c'est beaucoup plus compliqué de ne pas être d'accord avec les conclusions vers lesquelles ils sont arrivés eux-mêmes. Et ça, c'est une vraie force aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas être sceptiques avec ce qu'ils ont eux-mêmes conclu. Donc voilà, on les piège un petit peu par rapport à ça, mais gentiment, mais c'est une vraie force pour le coup de l'atelier. Et on n'a pas besoin de revenir par-dessus. Est-ce que c'est ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux quand il y a des commentaires sur une vidéo, Alicia est-ce qu'il y a les gens qui continuent une fois que vous avez fait votre vidéo, qui commentent, qui vont plus loin, qui débattent entre eux sur est-ce que certains sont d'accord ou pas d'accord avec ce que vous avez présenté? Oui, il y a tout à fait il y a cette ambiance, ce climat de débat où en fait il va y avoir des discussions. Souvent, ils m'interpellent pas vraiment moi, c'est-à-dire moi je fais une vidéo où je parle d'un sujet, je sais pas moi, ça peut parler des inondations, du niveau des nappes d'eau souterraines, des nappes phréatiques en France, et il y a des gens qui vont discuter entre eux, des gens qui se connaissent pas du tout, qui n'ont pas forcément les mêmes connaissances, et ils vont s'apprendre des choses entre eux, ils vont débattre sur ce qui est vrai, ce qui est faux, selon eux. Et ça peut mener, je pense, à pas forcément changer totalement de vision, mais au moins d'avancer ensemble sur des solutions qui sont possibles, des adaptations, et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut avancer. Et enfin, en tout cas, moi, je vois ce côté positif où il y a aussi ce côté quand même bienveillant qu'on peut trouver sur Internet malgré tout, où les gens vont quand même faire l'effort de discuter et de pas simplement dire j'ai pas envie de discuter, j'ai raison, puis c'est comme ça. L'échange, c'est la force d'Internet pour moi, je pense, comme il peut y avoir aussi dans vos ateliers, et c'est quelque chose de transversal, c'est pas quelque chose qui va descendre, voici l'information, c'est vraiment quelque chose, c'est un cheminement plutôt personnel et collectif à la fois. Voilà. Mais oui, tout à fait, on voit ça aussi. Merci. Lionel Salvert, je vous pose une question. Depuis combien de temps est-ce que vous intervenez dans le cadre de conférences sur ces sujets-là? Depuis, j'allais dire presque la sortie de mon école, depuis le début des années 2000, la fin des années 90, grosso modo. J'ai un mémoire être dans un... Alors j'étais dans le Lot-et-Garonne, donc dans un lycée, une salle de classe, on était une quinzaine, c'était un soir, un peu comme là. On est un peu plus nombreux là, heureusement. Mais c'était et ce qui m'a marqué, moi, quand je me souviens, c'est donc je montre des cartes de la France, et c'était des gros pavés, des gros pixels qui montraient l'élévation de température. Et là, maintenant, plus de 20 ans après, j'arrive à montrer des cartes de la Vendée très, très, très fines sur l'évolution des températures prévues. De par mon expérience, je vois l'évolution de ce qu'on peut montrer aux gens pour leur apprendre, pour un peu appuyer sur le fait, quoi. Vraiment qu'ils se sentent concernés par ce qui va arriver. Alors, il y a un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la question de l'impatience face au changement climatique et de l'impatience dans le passage à l'action. On voit beaucoup de mouvements, notamment de mouvements de jeunes, qui critiquent l'action de l'État par rapport à cela. Il y a cette notion de temps. Je pense que quand on s'intéresse aux questions climatiques, Monsieur Salvert, la notion de temps, elle est importante quand on l'étudie, et puis quand on passe à l'action, c'est pas. Disons qu'il y a différentes échelles de temps qui ne sont pas toujours faciles à concilier, j'ai l'impression. Le climat, alors il y a la notion de temps entre la météo et le climat. Et la météo, c'est au quotidien. Le climat, quand on parle d'évolution du climat, on parle d'évolution de moyenne. On fait des moyennes minimum sur 10 ans, donc c'est ces moyennes-là qui évoluent. Donc, quand on parle d'action, on a envie que ça agisse de suite.
on a envie de voir le résultat de suite. La difficulté de nos décideurs, c'est que ils vont devoir prendre des décisions qui, pour certaines, ne verront pas les conséquences, ils ne les verront pas, les conséquences de leurs décisions. Et c'est ça qui peut poser problème dans le cerveau des gens, même de moi, enfin de nous tous, c'est que quand on décide quelque chose, on a envie de voir le résultat. Alors que là, c'est pour les jeunes, nos enfants, qui bénéficieront, si on agit, d'un climat relativement compatible avec la vie humaine. Ouais. C'est ouais. Et on est réunis ici pour parler aussi du risque d'inondation. Est-ce que c'est ce qui fait justement que parfois il faut qu'il y ait une catastrophe ou un événement marquant? Alors peut-être qu'il peut y avoir aussi des événements positifs, hein, peut-être que vous en aurez des exemples, mais en tout cas, est-ce qu'il faut qu'il y ait un événement marquant pour que souvent il y ait une loi, une action, un changement de comportement? Est-ce que vous avez des exemples significatifs les uns ou les autres? Moi, je dis à toute chose, malheur est bon. Enfin, c'est un proverbe français. Hein. Enfin, la météo, un service météo en France est né suite à des catastrophes maritimes lors de guerres. La vigilance météo que vous connaissez sûrement, ça a été créé suite aux tempêtes Lothar et Martin. On l'a fait évoluer pour les crises de vagues submersion dont on parlait un peu pendant le spectacle, après malheureusement l'épisode de Xynthia. Et à chaque fois finalement qu'il y a eu un pépin, enfin j'appelle ça, ou une catastrophe, on a fait évoluer de manière positive les dispositifs. Il y a eu l'été 2022, alors même en Vendée, il y a eu aussi les étés 2005, etc., qui ont permis aussi de réfléchir sur la gestion de l'eau. L'été 2022, au niveau national, fait réfléchir sur la gestion de l'eau, sur les feux de forêt, sur les dispositifs de feux de forêt. On a eu, nous, en météo aussi, en août 2022, des problèmes, une tempête, un orage, une cellule orageuse dramatique en Corse. Ça fait évoluer nos systèmes. Enfin, voilà. Malheureusement, il faut qu'il y ait quelque chose de négatif pour faire évoluer positivement. Le problème du climat, c'est que c'est des moyennes. Ça évolue quand même. Alors, ça évolue trop vite pour que la Terre puisse s'adapter correctement. Parce que ce que disait M. Chemillon, enfin, dans les graphes qu'il montrait, ça évolue trop vite. Mais ça évolue pas assez vite à notre échelle humaine pour qu'on prenne vraiment conscience qu'il faut agir de suite. Voilà, pour moi, c'est un peu la problématique. Marion Jariou, Jacques, comme vous avez vu aussi, est-ce que l'été 2022, ça a marqué un changement dans les gens qui participaient à la fresque du climat? Ou vous m'avez aussi parlé peut-être d'exemples positifs, comme la sortie du film Don't Look Up, par exemple, qui avait fait aussi peut-être un changement dans les mentalités. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez vu des événements qui ont fait qu'il y a eu peut-être un changement d'échelle chez vous? Alors c'est vrai que moi j'anime cet atelier-là depuis maintenant 3 ans et on s'est tous fait la remarque sur les un peu vieux de l'association qu'on voyait mine de rien les choses changer. Déjà l'engouement pour les ateliers, il y a beaucoup de monde qui vient parce que mine de rien le sujet climat il est de plus en plus médiatisé par ces événements extrêmes, par les feux, par les sécheresses, etc. Et on le voit effectivement, on en avait parlé un petit peu en amont, dans les films, dans la culture aussi, on s'empare de plus en plus de ce sujet-là. Mais effectivement, nous, c'est un point qu'on a par exemple sur les cartes de l'atelier. On a des cartes qui mentionnent les crues, des cartes qui mentionnent les sécheresses. Il y a 3 ans en arrière, quand on parlait de ça, on avait tendance à penser que ça ne nous concernait pas. Et là, quand les participants, même des fois spontanément, citent « Ah bah oui, c'est vrai que ça, on l'a eu, ah bah ça aussi, ah bah ça aussi, ah bah ça aussi ». Et on se rend compte que ça devient réel. Et d'autant plus en atelier, nous, l'intérêt, c'est ça, c'est de se rendre compte que, bah oui, ce truc-là, vous en entendez parler à la météo, vous voyez pas forcément le lien, vous entendez parler dans les journaux, dans les médias. Bah en fait, oui, c'est lié au changement climatique et oui, c'est des manifestations. Donc on essaye vraiment de faire la passerelle, de faire comprendre que c'est lié à ça. Et les exemples, malheureusement, on n'a que l'embarras du choix de plus en plus dans les exemples à citer, en fait. Ce qui était peut-être moins le cas il y a quelques années en arrière, parce que c'est plus médiatisé et parce que, malheureusement, on a aussi plus d'exemples. Marion, tout à l'heure, disait qu'il y avait eu 1 million de fresqués dans le monde. Hein, c'est ça, Marion? 1 million de fresqués dans le monde. Et alors, on était content, évidemment, mais on s'est vite aperçu que ce million-là, c'était le plus facile à fresquer, à animer.
à proposer la fresque. Maintenant, ce qui nous reste, nous, c'est de convaincre, peut-être pas franchement les climato-sceptiques, mais tous ceux qui hésitent encore à aller au contact de la problématique du climat et d'essayer de comprendre. Donc ça, c'est Et le changement, qui sera une aide pour nous qui continuons à animer des fresques, c'est quand maintenant les politiques s'emparent de ça, les politiques locales notamment, comme ces réunions de ce soir et de demain, ou comme chez moi dans le pays, au Pays de Vie, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, maintenant c'est la communauté de communes qui fait des grands rassemblements, des colloques dans des grandes salles et qui commence à prendre en main et à fixer des objectifs. Climat, passons à l'action, j'ai amené ça. Ça veut dire que tout d'un coup, les citoyens sont prêts à suivre les élus qui montrent le chemin. Parce que jusqu'à présent, c'était des gens qui étaient intéressés et inquiets du climat et qui entendaient tout ce qui se disait sur les radios nationales, sur la télévision, Jean Covici et puis bien d'autres, j'en oublie. Mais maintenant, c'est quand la politique locale, les maires, les présidents de région, les présidents de départements commencent à impulser et à mettre des projets. Là, à mon avis, il va y avoir un petit saut quantique qui va se passer. C'est passer de l'action individuelle à l'action collective, enfin à l'action de la collectivité plutôt. Oui, c'est ça. Tout d'un coup, les gens s'aperçoivent que, et hier c'était bien le sujet de la réunion, c'est qu'à la fois c'est quelque chose d'individuel, on doit y aller, mais aussi ça doit se faire au niveau collectivement. Et agir individuellement pour le collectif. Je vous pose une question très compliquée, d'autant plus qu'on ne l'avait pas préparée. En termes d'action individuelle ou d'action collective, alors il y a deux choses très différentes, bien sûr. Qu'est-ce qui est prioritaire? Quand vous devez parler aux gens et que vous dites, voilà, ça fait vraiment une différence, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent être symboliques. On se sent mieux, on se dit qu'on fait quelque chose pour l'environnement, puis en fait c'est peut-être epsilon en termes d'effet. Puis il y a des actions qui pèsent beaucoup. Voilà, vous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme les choses qui vraiment peuvent faire bouger au niveau du climat? On va répondre chacun notre tour, mais c'est très compliqué parce que tout à l'heure, on nous a dit qu'on émettait 8 tonnes de CO2 par an, par habitant. Alors, moi, je dirais plutôt 9 ou 10 en France, ouais. Parce que ça dépend aussi comment on compte. Le ministère de la Transition sort des chiffres, ils sont publics, vous pouvez les trouver très facilement sur Internet, où on décompte suivant si on compte localement ou si on compte tout ce qu'on achète, même le micro, etc. Ça vient de Chine, donc ça a un coût CO2 pour nous. Et dans cette même page, il y a 1 kilo de bœuf, c'est 6 kilos de CO2. 1 kilomètre en voiture, c'est 200 grammes de CO2, etc. Enfin, il y a tout. Donc là, on peut voir combien on consomme. En plus, il y a plein d'outils sur Internet qui vous proposent de faire votre propre bilan CO2. Et donc, en fonction de ces habitudes de vie, on a telle action possible ou pas. Celui qui part aux Maldives à chaque vacances, c'est clair, c'est facile de trouver où est-ce qu'il va devoir faire des économies de CO2. Pour un végétarien, je ne vais pas lui dire de manger moins de bœuf. Ça rime à rien. Donc c'est vraiment en fonction de ses propres habitudes de vie qu'on va trouver le moyen de diminuer son bilan carbone. Sachant que donc on émet 11, on va dire entre 8 et 11 tonnes de CO2. L'objectif, c'est d'en émettre 2 tonnes. Donc ça veut dire vraiment changer radicalement notre mode de vie. Je vais rebondir. Je ne pense pas avoir les compétences pour dire s'il y a une priorité entre les actions individuelles ou les actions collectives, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement, il y a un virage à 90 qu'on doit prendre, autant d'un point de vue collectif qu'individuel, en tout cas en Occident, où on a un impact, si on regarde l'impact carbone et le CO2 et que c'est notre critère, effectivement, il va falloir changer des choses. Et ça se fait effectivement à plein d'échelles, autant d'un point de vue politique ou chez les industriels, chez les particuliers. Après, savoir s'il y a une priorité entre les actions individuelles ou plutôt collectives, disons. Ça, je ne sais pas si je peux tout à fait répondre ou si quelqu'un ici peut répondre, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements à faire, oui. Moi, je me permets de reprendre, parce que c'est une question qu'on a tous les jours.
Donc, on a un petit peu l'habitude de cette question-là. Et j'ai envie de répondre, en fait, c'est pas fromage ou dessert. On est devant l'urgence. Donc, à un moment, il ne faut pas dire est-ce qu'on agit individuellement ou est-ce qu'on agit collectivement. C'est de toute façon, on a besoin aujourd'hui de l'action de tout le monde. Et je trouve ça hyper compliqué de séparer l'action individuelle d'un côté et l'action collective, en fait, quand on y réfléchit. Parce que c'est quoi l'action individuelle ? L'action individuelle, effectivement, on a des choses qu'on peut faire dans nos vies. Ce qu'on peut faire dans nos vies, on le fait, on essaye de le faire. Des fois, c'est pas forcément facile, mais voilà, il faut qu'on le fasse. Il y a des choses qu'on peut pas, parce que structurellement, on peut pas. Typiquement, en Vendée, on va pas demander à tout le monde d'aller en vélo ou en trottinette au travail. Il y a des endroits où ça marche. Chez nous, c'est pas possible. Là, il faut de l'action plus structurelle. Et donc, l'action structurelle, elle peut venir de la collectivité. Sauf que la collectivité, c'est les citoyens qui s'emparent aussi de ces questions-là et qui vont faire bouger la collectivité. Donc c'est de l'action, mine de rien, individuelle. Ça peut venir aussi, pour reprendre encore cet exemple-là, ça peut venir d'entreprises qui vont mettre des flottes à disposition de leurs salariés. Ça peut venir de porteurs de projets qui vont monter des choses. Ça peut venir d'associations qui vont faire la promotion de certains autres modes de transport. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'action individuelle ou collective, puisque tout ce qu'on fait au niveau individuel peut servir au collectif, et le but de l'action collective, c'est aussi qu'elle serve l'action individuelle. On se disait effectivement, c'est bien de rappeler les chiffres, c'est concrètement pour un Français, il faut diviser par 5 nos émissions, donc diviser par 5 au doigt mouillé la quantité d'énergie qu'on utilise, en fait, tous les jours, et ça va pas forcément venir tout seul, et le but, c'est pas que moi, Marion, que Jacques, Alicia, nous, individuellement, on descende à 2 tonnes. Il faut que tout le monde puisse le faire. Et pour que tout le monde puisse le faire, il va falloir qu'on s'entraide et qu'on aille chercher le collectif en faisant travailler les individus ensemble. Voilà, moi, c'est la réponse que je ferai. Et je vais m'arrêter parce que sinon, je peux rester une demi-heure sur ce sujet-là. Non, mais le collectif, la collectivité font des choses. Comme vous vous rappeliez, là, il y a des collectivités locales qui mettent en place alors on appelle ça des PCAET, plan climat, air, énergie, et le T, ça doit être territoire. Il y a les ZFE qui arrivent dans les grandes villes, zones à faible émission. Tout ça, c'est des démarches collectives qui sont impulsées par le haut de la collectivité, par l'État. Mais si l'État le fait, c'est aussi parce que les individus poussent un peu. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui fait qui initie? C'est un peu des deux. Et l'individu vote, le collectif répond à ce vote. Voilà, c'est tout ça. Ça s'enchaîne, ça se mélange. Voilà. Pour moi, les deux ne sont pas indissociables. C'est ça. Nous, il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup en atelier. On parle du triangle de l'inaction. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent. C'est la faculté géniale qu'on a à se renvoyer la responsabilité entre nous. Donc les individus vont dire mais c'est pas ma faute, c'est les entreprises, et puis c'est pas la faute, c'est l'État et les collectivités. Les collectivités, elles vont dire bah oui, mais nous les gens ont voté pour nous, et puis les entreprises elles font pas leur boulot, et les entreprises elles vont dire mais nous on fait ce que les gens ils veulent et ce que les gens consomment, et on fait avec les moyens légaux réglementaires que nous donnent l'État et les collectivités. Donc en gros tout le monde se renvoie la balle, personne ne fait rien. Et c'est génial, ça n'avance pas. Et nous, on se propose généralement de casser ce triangle de l'inaction et de le transformer en triangle de l'action. De se dire, les citoyens, ils peuvent faire bouger les entreprises, ils peuvent faire bouger les collectivités. Les collectivités, que ce soit territorial ou pas, elles ont la main pour aller pousser dans un sens les entreprises, pour aller, et on le voit aussi justement, pour aller accompagner les citoyens. Et en fait, tout le monde a son rôle à jouer dedans, et c'est compliqué effectivement de dissocier quelle action a plus de poids, etc. Puisque tout le monde peut faire agir avec tout le monde, tout le monde peut le faire ensemble. Et de votre expérience modeste, comment est-ce qu'on peut casser le cercle un peu vicieux de l'inaction pour entrer dans un cercle plus vertueux d'action? Je mets qu'il n'y a pas une formule magique, sinon ça fait quelques années que tous les pays seraient passés, mais... Oui, c'est un point très délicat, cette histoire-là d'adhésion. En fait, une fois que les gens prennent conscience, grâce entre autres à la fresque du climat, qu'il y a des choses à faire, et il faut soutenir et entretenir que l'adhésion de la personne à poursuivre un mouvement vers mieux, à la fois individuel et à la fois collectif, sans doute sur les deux tableaux. Mais c'est délicat cette idée
qu'il n'y ait pas de culpabilité ou de trop de coercition. Il en faut peut-être à un moment donné, et par qui, quand, et en même temps, surtout, ne faire en sorte que les individus n'attendent pas des ordres ou des lois qui les amènent, mais surtout à faire des choses, mais surtout qu'il y ait une adhésion spontanée. Il y a un mot concernant l'impôt. Comment ça s'appelle ? Le consentement à l'impôt. Il faut le consentement au changement qu'on doit faire, ralentir, moins polluer, moins consommer, moins extraire, etc. Et là, je pense que c'est important d'obtenir ce fameux consentement des individus. Et c'est là où, en fait, pour moi, la problématique entre l'individu et le collectif, c'était presque la question initiale, c'était ce rapport au temps. L'individu, on a envie que ça change de suite, et la collectivité, mais comme tout groupe, il y a forcément une inertie. Le temps que ça se mette en place, que grosso modo, la vague initiale de l'individu, au fur et à mesure qu'on monte, elle est amortie. Et que ça redescende après, il y a du temps, sauf qu'on est devant l'urgence. Et si on veut rattraper ce temps-là, il va falloir investir. Il va falloir mettre ça me fait penser à Harpagon avec les sous, ou la folie des grandeurs où ils comptent les écus, mais c'est vraiment ça. En fait, il va falloir investir fortement pour rattraper ce temps, pour essayer de diminuer. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a aussi des choses qui se font d'un point de vue collectif. L'État, il y a alors je ne sais plus les acronymes, mais il y a le schéma d'adaptation, on en est à la version 2. Il y a le plan d'action aussi pour secteur par secteur. Il y a des choses qui sont... C'est toujours pas assez rapide, mais il y a des choses. Et le côté optimiste, moi j'interviens souvent dans les classes, c'est que le changement climatique maintenant est aussi appris au collège, c'est au programme. Donc ça c'est aussi une action collective, ça se voit pas beaucoup, on sème des graines, mais voilà, donc forcément eux, quand ils vont grandir, ils auront toujours cette conscience-là de la nécessité. Et bon, ils vont être impatients, du coup, parce qu'ils vont grandir, ils auront envie que ça aille plus vite, mais au moins ils seront aux manettes. On le voit aussi dans les écoles d'ingénieurs. Il y a beaucoup en ce moment d'écoles d'ingénieurs, une pas très loin, centrale à Nantes, qui est une des premières. Alors ça peut paraître des fois du greenwashing, des choses comme ça, mais qui basculent dans la réflexion verte de leur programme. Et il y a certains élèves ingénieurs ou ingénieurs une fois qui ont leur titre en poche, qui choisissent les entreprises en fonction de leur capacité à respecter l'environnement ou pas. Et ça, c'est des actions à la fois individuelles, mais aussi du coup collectives, parce que ça pose la question aux entreprises. Moi, j'ai besoin de cerveau frais, je caricature un peu, hein, mais donc il va falloir aussi que du coup, si ces jeunes qui ont l'intelligence me disent qu'il faut que je change, c'est que quand même il va falloir que je change aussi. C'est qu'il y a un fondement, il y a de la vérité derrière. Donc en fait, c'est ce côté positif aussi quand même de l'évolution. Cette nouvelle génération qui sort des écoles maintenant, c'est la génération née à la fin des années 90 et dans les années 2000. Alors, Alissa, je ne vais pas vous demander d'être le porte-parole de cette génération, parce que ce serait quand même beaucoup de poids sur vos épaules. Mais on parle parfois de génération climat. Concrètement, est-ce que ce qu'expliquait Lionel Salvers, c'est-à-dire que maintenant, il y a un enseignement aussi de ces questions dès le collège, parfois même avant, est-ce que c'est quelque chose qui transparaît? Alors, je vais vous laisser répondre, puis je vois que Jacques aussi voudrait rebondir sur ça. C'est le mot génération climat. Je suis bien placé. Je ne crois pas à ce génération. Si on commence à dire génération climat, ça veut dire qu'il y a une génération non climat ou des générations non climat. Je veux dire, nous sommes tous dans la même génération, confrontés, jeunes comme moins jeunes, confrontés à un gros problème dont on doit se retrousser les manches. Enfin, moi, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais je suis d'accord dans le sens où moi, les personnes qui m'ont sensibilisée à la question du climat et de la biodiversité et de l'environnement de manière générale, c'était des gens qui étaient plus âgés que moi. C'était la génération d'avant, on va dire mes parents, mes grands-parents, mes enseignants. Donc, effectivement, je considère qu'on est plutôt une seule génération où on est tous ensemble, on vit tous au même moment, même si on n'a pas tous les mêmes références. On reste quand même un ensemble où on va dans la même direction. C'est juste qu'on ne va pas terminer au même moment. Mais bon. Mais
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je le vois, pour revenir aux réseaux sociaux, je vois que les personnes qui interagissent, qui mènent des actions, ce ne sont pas seulement que les jeunes, ce n'est pas seulement les 18-25 ans. Ça va au-delà de ça parce que les gens pensent aux générations futures et en tout cas moi je le ressens, c'est quelque chose que je ressens beaucoup. C'est pas seulement les anciens contre les plus jeunes qui eux veulent aller plus vite, etc. Je pense que tout le monde veut aller un petit peu plus vite pour avoir du mieux, pour avoir de l'espoir, pour avoir un avenir plus radieux. Et pour pas aller dans le mur quand on regarde les graphiques du spectacle, on se dit oulala, où est-ce qu'on va? En tout cas on y va. Je pense que pour l'instant, c'est la trajectoire, mais tout le monde a envie effectivement d'avoir cet avancement et voilà, tout simplement. Merci. Dernier point que je voudrais aborder avant qu'on passe aux questions du public. Lionel Savert, on voit aussi depuis quelques années, mais c'est même assez récent, quelques mois peut-être, se développer aussi un changement de discours au niveau de la communauté scientifique, c'est-à-dire que les scientifiques disent, être scientifique, on ne peut plus se contenter seulement d'exposer les faits, de faire des études. Alors vous nous avez dit que ça fait déjà depuis votre sortie de l'école que vous faites des conférences, mais en tout cas qu'il y a une nécessité de passer à l'action. Voilà, qu'est-ce qui fait quand on a une formation scientifique qu'aujourd'hui on se dit bon, il faut un peu élargir le champ d'action? Alors une partie des scientifiques effectivement ils s'engagent dans la désobéissance civile, s'engagent dans les mouvements politique. En fait, ils ont une partie des scientifiques ne met pas de côté sa partie citoyenne. C'est-à-dire se dit à un moment donné, je suis scientifique, je sais les choses, enfin, je connais une partie des choses, donc je vais informer les citoyens et je vais participer au mouvement c'est une prise de conscience, c'est du courage, c'est une volonté d'agir. Alors certains le font, mais c'est difficile. Ouais, c'est difficile de parler pour eux. Pourquoi ils le font maintenant? Ou alors ils sont peut-être aussi plus mis en avant qu'auparavant. On s'intéresse davantage aux scientifiques, vous voulez dire peut-être en ce moment? Oui, et puis certains ont plus d'aura aussi. Donc quand ils causent, quand ils parlent, je suis désolé, on les écoute aussi peut-être plus facilement. Ils ont peut-être aussi plus accès, peut-être avec les réseaux sociaux, il y a aussi peut-être plus facilement un accès à la parole publique pour les scientifiques. Mais c'est vrai que certains osent mettre les pieds dans le plat. L'exemple le plus frappant, et le plus connu en France, c'est Valérie Masson-Delmotte, qui est toujours vice-présidente d'un des groupes de travail du GIEC. Donc elle a son poids scientifique, son aura scientifique, et donc elle a libéré aussi cette parole-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours un peu, c'était le petit cheval blanc chanté par Georges Brassens, je suis désolé pour les références parfois, mais qui est en avant. Et il en faut toujours quelqu'un qui va en avant, qui ose passer le cap, et puis souvent les autres continuent aussi. Alicia, peut-être, qu'est-ce qui fait, comment vous vous êtes dit, moi je vais prendre la parole aussi via les réseaux sociaux? Déjà, c'est difficile de prendre la parole et de briser la glace, comme qui dirait, parce que c'est pas évident, parce que adapter un discours, on ne sait pas à qui on va parler, notamment sur les réseaux sociaux, on peut discuter avec quelqu'un, enfin donner l'information à quelqu'un qui a 15 ans ou à quelqu'un qui a 35 ans, donc c'est difficile d'adapter le discours. Et moi, en tout cas, ce qui m'a fait passer le pas, c'est qu'en fait, je ne retrouvais pas sur les réseaux sociaux cet aspect-là assez scientifique. Alors, il y a plein de vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques sur plein de plateformes sur Internet. Et comme disait Marion tout à l'heure, on retrouve maintenant dans des films cet aspect scientifique, dans la pop culture, etc. Mais moi, je voulais retrouver ma spécialité, qui est l'hydrogéologie, on va dire les sciences des eaux souterraines et de l'eau en général. Et je me suis dit, c'est bête, moi je vois personne qui en parle, moi je trouve ça trop intéressant, j'ai vraiment envie de donner l'info aux gens. Moi c'est ce que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous donner l'information, j'ai envie qu'on discute de ça. Et je pense que c'est
avant tout une action citoyenne, parce que je me dis, je vais agir. Mais c'est difficile en tant que scientifique, parce qu'on représente aussi une communauté, on représente parfois une institution, enfin, une entreprise, enfin voilà, c'est assez difficile de se positionner, c'est pas si simple, voilà, pour résumer. Donc aussi, Marion, à la fresque du climat, les scientifiques, ce sont les nouvelles rockstars des années 2020 ou on n'en est pas encore là? Est-ce que Lunel Salver a un futur peut-être à plus grande échelle? Ah, c'est pas impossible. Nous, on fait typiquement, effectivement, dans nous, les personnes qui animent les fresques, ce qu'on appelle les fresqueurs et les fresqueuses, on est, j'ai pas le compteur à jour, on est à plus de 45 000 personnes qui sont formées pour animer cet outil. Et c'est effectivement des personnes qui ont envie d'aller transmettre ces contenus scientifiques, qui ne sont pas forcément scientifiques eux-mêmes, mais qui du coup ont été clairement inspirés. Jean-Marc Jancovici, je pense, a fait vriller beaucoup de monde, mais il n'y a bien entendu pas que lui. On a des scientifiques, on a des économistes, on n'a pas que des scientifiques d'ailleurs de technique. Mais il y a du Timothée Paris, il y a du Aurélien Barraud, qui n'est pas forcément sur le terrain scientifique qu'on l'entend le plus. Mais effectivement, on voit de plus en plus que les influenceurs, en fait, se trouvent de plus en plus parmi les scientifiques parce qu'ils prennent la parole, parce qu'il y a aussi de plus en plus de médias qui leur donnent la parole, que ce soit les médias traditionnels ou les médias, il y a beaucoup de sites internet, de podcasts, etc., qui sont créés pour donner la parole aux scientifiques. Et c'est vrai que de plus en plus, cette parole, elle se libère, elle se diffuse, et je pense que ça aide aussi les personnes qui veulent se lancer à prendre la parole en se disant mais je ne serai pas le premier, je ne serai pas la première, il y en a d'autres qui l'ont fait et en fait ça se passe bien et il y a une demande, il y a des gens qui sont en attente de ces contenus mais effectivement nous on a donc je ne sais pas si Jonas Salver sera une rockstar chez les fresqueurs, mais ça pourrait, et en tout cas on fait intervenir régulièrement nous en interne des conférences, on fait des conférences avec des personnes qui sont justement des experts scientifiques parce que et il y a énormément de monde, parce que c'est des sujets qui intéressent et parce qu'à un moment le contenu il vient aussi de ces experts-là, quoi. Et puis c'est vrai que les réseaux sociaux, on parlait des climato-sceptiques tout à l'heure, donc est-ce qu'ils sont très nombreux? En tous les cas, ils ont une audience très très forte. Et le fait que, comme tu le signalais, que les scientifiques aillent sur les réseaux, c'est aussi pour contrer, pour vraiment... il n'y a pas de raison qu'il y ait, entre guillemets, que les méchants qui aient accès à la parole. Donc, heureusement, il y a des scientifiques qui osent passer le cap. Enfin, c'est des techniques, c'est un savoir-faire, mais ils osent passer le cap. Ce qui est difficile, mais c'est un peu comme toutes les fake news, en fait, c'est tellement facile de balancer une fake news, elle se répand beaucoup plus rapidement qu'une vérité scientifique, une vérité, j'allais dire une vérité juste, c'est un pléonasme, mais c'est beaucoup plus compliqué de contrer une fake news que de la diffuser. Ouais, juste, on est à un moment important, à mon avis, une charnière, parce qu'après le premier épisode de l'histoire, c'est-à-dire que les scientifiques ils commencent à vulgariser, parler et intéresser les citoyens, et maintenant c'est à nous autres, artistes, pas scientifiques du tout, de prendre le relais de la parole des artistes, des scientifiques, pardon, et de transmettre toutes les connaissances que les scientifiques nous permettent d'avoir maintenant, pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre et prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle on est. Et donc ça, pour moi, il y a une ouverture formidable qui est en train de se passer, entre autres, par l'outil de la fresque du climat, par exemple, l'outil de la fresque. On vous remercie pour votre participation et puis merci aussi beaucoup aux 4 débatteurs d'avoir participé longuement.